Laurent, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. On va parler effectivement de collaborateurs engagés, d'entreprises libérées. Alors pour ce faire, il faut partir en fait de ceci. Oups, voilà. Du Gallup 2017. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est une enquête sur l'engagement des travailleurs au travail depuis des années, depuis des décennies. Et ce qu'on constate, c'est que cet engagement est en train de dégringoler d'année en année. Les chiffres pour 2017 en Europe sont les suivants. 10% des travailleurs se considèrent engagés, 70% non engagés. Ça veut dire en fait qu'ils viennent au travail et attendent simplement qu'on leur donne des ordres de ce qu'ils doivent faire. Et 20% se disent activement non engagés, ce qui veut dire qu'ils sont tellement frustrés qu'ils sabotent le travail de leurs collaborateurs. Si on met cela dans un tandem de 10 personnes, cela voudrait dire qu'une personne pédale à fond, 7 font semblant de pédaler et 2 freinent à mort. Autant vous dire que le tandem n'avance pas très vite. Alors, comment peut-on effectivement changer cela? Eh bien, fondamentalement, il faut, dans le sillage de Douglas McGregor, abandonner la théorie X. Qu'est-ce que la théorie X? Eh bien, McGregor, qui a investigué cela dans les années 60, nous dit que de nombreux managers, la grande majorité, considèrent en fait que leurs collaborateurs sont des fainéants, que l'être humain est par essence fainéant et que donc le travail des managers, c'est de manier habilement la carotte et le bâton. Ça, c'est la théorie X. Mais il y a bien sûr une autre théorie qu'il appelle Y et qui est de dire que dans les circonstances adéquates, les collaborateurs ont naturellement envie de bien faire leur travail. Toute la question étant alors de se demander, mais quelles sont ces circonstances adéquates? Et pour cela, le travail de Deci et Ryan, 2 psychologues américains qui ont travaillé dans les années 80, ont développé une théorie qu'ils appellent la théorie de l'autodétermination. Et elle permet vraiment, je pense, de mieux comprendre comment effectivement s'engage la motivation au travail. Ils ont validé scientifiquement cette théorie au travers d'études de par le monde, dans 42 pays, auprès de plus de 5 millions de personnes. Donc c'est robuste scientifiquement. Et que nous disent-ils fondamentalement? Ils distinguent tout d'abord 4 grandes motivations au travail. La première, c'est bien sûr le plaisir. C'est être avec ses amis au travail, c'est faire des choses dans un cadre agréable. Deuxièmement, c'est le sens que l'on donne à son travail. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la motivation autonome, donc qui vient de la personne elle-même. Il y a 2 autres sources de motivation essentielles, selon Deci et Ryan. Une est ce qu'ils appellent le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de dominer les autres au travail, et qui est une source de motivation pour certains. Et puis enfin, bien sûr, les récompenses, qu'elles soient financières ou matérielles. Ce qui est intéressant dans leur travail, c'est qu'ils corrèlent les déclarations des personnes qu'ils interrogent sur leur motivation au travail et leur santé psychologique et physiologique. Et que constatent-ils? Eh bien que ceux qui déclarent trouver du plaisir et du sens au travail sont en bien meilleure santé fondamentalement, ont plus d'énergie, plus de concentration, une meilleure performance au travail et sont plus agiles, un mot à la mode aujourd'hui, donc s'adaptent plus facilement aux changements de circonstances. À l'inverse, ceux qui déclarent être motivés avant tout par les rémunérations, par les récompenses, voire par le pouvoir, pour autant qu'ils le déclarent aussi ouvertement, sont plus sujets à des burn-out, sont plus sujets à des distractions, ont une performance moins élevée au travail, ont des comportements plus fréquemment antisociaux et sont beaucoup moins agiles ou adaptables. Ayant dit cela, que pouvons-nous donc faire pour essayer de favoriser le fait que les gens trouvent du plaisir et du sens au travail? Et c'est là que Deci et Ryan nous disent trouver 3 besoins psychologiques fondamentaux qui sont à la base de cette déclaration de dire, voilà, je trouve du plaisir et du sens au travail. Quels sont ces besoins psychologiques qu'ils considèrent universels ou fondamentaux? Eh bien, tout d'abord, l'inclusion. Le fait de se sentir faire partie d'un groupe et être accueilli dans ce groupe. Deuxièmement, la compétence dans le sens de pouvoir se développer en tant que personne et non pas simplement en tant que facteur de production. Et puis enfin, l'autonomie, c'est-à-dire la capacité d'organiser son travail
comme bon nous semble pour pouvoir contribuer au mieux à la réalisation des objectifs du groupe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de satisfaire ces 3 besoins essentiels, ils nous disent aussi que c'est la frustration de ces mêmes besoins, donc de l'inclusion, de la compétence et de l'autonomie, qui entraîne, en fait, par compensation, la motivation de type pouvoir ou de type récompense. Et donc vous voyez que si on peut travailler effectivement sur ces 3 besoins, on peut favoriser le plaisir et le sens au travail et tout ce qui en découle. Eh bien, en fait, quand on regarde maintenant plus précisément ce que nous disent des gens comme Isaac Getz, qui est donc le père de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, ou Frédéric Laloux, qui a écrit un livre qui va dans le même sens et qui s'appelle Reinventing Organizations, fondamentalement, ce qu'ils nous disent, c'est que les entreprises libérées ou Opal, eh bien, elles se basent sur les mêmes principes que ceux qu'ont mis à jour Deci et Ryan. C'est-à-dire que les principes sont celui de l'inclusion. Chacun se sent inclus et respecté comme intrinsèquement égal au sein de l'organisation. La compétence dans le sens où chacun sent qu'il peut donner pleinement toutes ses capacités et se développer sur le plan personnel. Et puis l'autonomie, c'est-à-dire que chacun sent qu'il peut véritablement prendre les initiatives qu'il juge bonnes pour réaliser les objectifs du groupe dans un cadre qu'il a contribué à définir. Alors, ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous expliquer comment nous avons mis cela en place au ministère de la Mobilité, des Transports en Belgique, dont j'étais le président jusqu'il y a peu. Au niveau de l'inclusion, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons commencé par définir la stratégie avec l'ensemble du personnel, et pas seulement avec les cadres. Nous avons invité l'ensemble du personnel, créé des groupes de travail qui ont permis de développer la stratégie. Deuxièmement, nous avons ouvert les comités de direction. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est veiller vraiment que l'ensemble du personnel, non seulement connaisse ce qui se passe, ce qui se discute au comité de direction, mais puisse aussi contribuer à la réalisation de l'agenda des points qui sont discutés au comité de direction. Mais puis, dans un dernier temps, nous avons aussi veillé à ce que n'importe quel collaborateur puisse participer pleinement à ces comités de direction, c'est-à-dire qu'il soit totalement ouvert à l'ensemble du personnel. Je la fais vite ici parce que je n'ai que 20 minutes, donc je ne vais pas dans le détail, mais on pourra en parler par après si vous le voulez. Nous avons aussi veillé à mettre en place des pratiques sociocratiques dans la prise de décision au quotidien. Les pratiques sociocratiques visent fondamentalement à inclure l'ensemble des personnes présentes dans la prise de décision. Ça passe par des processus de décision au consentement, des élections sans candidat, enfin toute une série de pratiques que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, mais qui sont fondamentales pour que vive une forme de démocratie, si l'on peut dire, dans les groupes, dans l'organisation. Nous avons aussi, et là c'est plus controversé, mais nous avons adopté le FlexDesk pour des raisons diverses, notamment de regroupement des personnes au sein d'un seul même bâtiment, de casser les silos psychologiques qu'il y avait entre les différentes équipes et aussi de pouvoir mieux gérer tout l'espace dont nous disposions. Mais là où c'est important par rapport à l'inclusion, c'est de veiller à ce que tout le monde passe en FlexDesk. Dans beaucoup de cas aujourd'hui, dans les organisations, c'est le personnel qui est livré, mais pas la direction. Et cela casse en fait cette dynamique d'inclusion. Et donc ça, c'est fondamental, me semble-t-il. Et puis enfin, nous avons aussi veillé à mieux équilibrer le rapport masculin-féminin au sein du comité de direction et en fait de toutes les instances dirigeantes de l'organisation. Voilà pour résumer très fort ce que nous avons mis en place en termes de pratiques pour veiller à cette inclusion. Et si l'on a cela, en fait, on constate que les gens veulent de plus en plus prendre des initiatives. Deuxième grand principe, celui du développement personnel, des compétences. Alors, qu'avons-nous fait de ce point de vue-là? Eh bien, tout d'abord, adopter comme principe fondamental d'orientation pour la gestion des ressources humaines le sweet spot. Le sweet spot, c'est un concept que nous reprenons d'autres grands groupes comme Gore, qui vise à ceci, simplement à donner la possibilité à chacun de trouver son sweet spot au sein de l'organisation. Et le sweet spot, ce sont les tâches, les rôles que chacun exerce et qui permettent au mieux de combiner les capacités de la personne, la pertinence de ses activités pour l'organisation et le plaisir qu'a la personne à réaliser ces tâches. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour, ça prend du temps, mais si tout le monde est convaincu
à commencer par la gestion des ressources humaines, que c'est un objectif légitime, alors effectivement, on peut arriver véritablement à avoir des réallocations de tâches et de rôles qui sont intéressantes. Et ce qui est formidable, c'est que nous avons tous des besoins et des désirs différents par rapport à cela, et qu'on peut donc recomposer les choses de manière à ce que le plus grand nombre possible trouve leur sweet spot. Deuxième chose, nous avons ouvert les formations, c'est-à-dire que nous avons supprimé les grands programmes de formation définis par les RH, mais nous avons permis à chacun de dire les formations qu'il voulait suivre. Nous avons aussi veillé, et c'est fondamental, et je vais l'expliquer au travers d'une société qui s'appelle Buurtzorg, veiller à ce que les gens sentent qu'ils puissent prendre le temps, et tout le temps dont ils ont besoin pour bien faire les choses. On est aujourd'hui obnubilé par cette course à la productivité qui est complètement folle. Et pour vous l'illustrer, je prends l'exemple de Buurtzorg. Buurtzorg, ce sont des infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Et vous savez, dans ces sociétés-là, vous êtes obligé de suivre une cadence infernale du genre, pour faire une injection à une dame âgée, vous avez 3 minutes, pour faire telle autre opération, 2 minutes, etc. Buurtzorg a dit, on arrête tout ça, chaque infirmier est libre de prendre le temps qu'il considère nécessaire pour pouvoir bien traiter ses patients. Qu'en a-t-il résulté? Eh bien que les infirmiers ont pris vraiment beaucoup de temps. Ils ont été même jusque parfois aller voir les voisins de leurs patients pour dire à ces voisins, vous savez, vous avez une personne malade à côté de chez vous, allez lui rendre visite. Ça prend un temps énorme et a priori, ça pourrait paraître fou en termes de productivité. Sauf que on a constaté qu'effectivement, les personnes traitées par les infirmiers de Buurtzorg se remettaient beaucoup plus rapidement de leur maladie. Et in fine, vous voyez, non seulement pour l'État néerlandais, ça coûtait beaucoup moins cher de financer Buurtzorg de cette façon. Pour les soignants, c'était beaucoup plus vraiment enrichissant de travailler avec leurs patients de cette façon-là. Et pour les patients eux-mêmes, c'était évidemment meilleur puisqu'ils se remettaient plus rapidement. Donc, on voit là qu'il faut distinguer une productivité étriquée, qui est souvent débile, il faut le dire, d'une efficacité sociétale qui prend en compte des paramètres beaucoup plus importants. Et si l'on fait cela, on voit des choses extraordinaires qui se passent au niveau de la dynamique des équipes et du bien-être des collaborateurs. Ce que nous avons fait aussi, c'est vraiment sortir le plus possible des évaluations annuelles qui sont souvent source de frustration et de non-dialogue réel pour passer à des feedbacks continuels, descriptifs et beaucoup plus positifs. Voilà. Donc si l'on fait cela, on sent que les gens peuvent commencer à se développer beaucoup mieux. Alors, ce ne sont que quelques exemples. Il y a évidemment plein d'autres choses à faire, mais je vous partage simplement celles que nous avons mis en avant le plus au sein du ministère. Et effectivement, si les gens font cela, bien non seulement ils veulent prendre des initiatives, mais ils se sentent aussi capables d'en prendre de plus en plus. Troisième et dernier principe, c'est celui de l'autonomie. Alors, il faut comprendre que l'entreprise libérée, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Mais plutôt que chacun fait, sans avoir besoin d'approbation d'un chef, ce qu'il pense être juste pour réaliser les objectifs du groupe. Et pour cela, une des premières choses à faire, c'est de définir ensemble les balises dans lesquelles tout cela s'inscrit. Pour vous donner un exemple, par exemple, au ministère, nous avons supprimé l'obligation de pointer. Nous avons permis le télétravail jusqu'à 3 jours par semaine. Mais en contrepartie de cela, nous avons demandé évidemment à chaque équipe de s'organiser de manière à s'accorder sur les objectifs qu'ils devaient réaliser ensemble et à veiller par exemple que même si on pouvait beaucoup télétravailler et ne pas pointer, il y ait toujours des personnes à l'accueil, qu'il y ait des gens le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Et ça, c'est la responsabilité de chaque collaborateur en équipe de s'organiser pour ce faire. Ce que nous avons fait aussi, c'est progressivement essayer de, je vais dire, supprimer l'aspect décision hiérarchique, approbation hiérarchique, en remplaçant cela par un processus de sollicitation d'avis. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que plutôt que d'aller voir votre chef pour lui demander « est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose ?», vous avez vous-même la responsabilité de faire ce que vous jugez bon. La seule condition est que vous demandiez, vous sollicitiez l'avis des personnes qui seront impactées par votre décision. Et donc vous voyez par ce biais-là,
plutôt que d'avoir l'aval d'un chef, vous avez en fait l'assentiment des personnes qui vont en fait subir les conséquences des décisions que vous allez prendre. Et c'est beaucoup plus inclusif, beaucoup plus dynamique, et on constate dans les études qui sont faites à ce propos que ce type de décision est beaucoup plus rapide et mène à de meilleures décisions. Nous avons aussi lancé ce qu'on appelle les comités des petits cailloux, c'est-à-dire que n'importe qui dans l'organisation peut, seul ou avec d'autres, proposer des solutions aux irritants quotidiens dans l'organisation, et s'il n'obtient pas de réponse de la direction rapidement par rapport à cette proposition, eh bien cette proposition est automatiquement adoptée. Donc il peut la mettre en œuvre, y compris les coûts qui peuvent s'en suivre. Donc c'est une manière de mettre la pression sur la direction, de s'intéresser aux problèmes quotidiens des collaborateurs. Voilà, donc si l'on met cela en place, non seulement les gens veulent prendre des initiatives, en sont capables, mais aussi sentent qu'ils ont la liberté de les prendre. Alors bien sûr, tout cela, en fait, si vous voulez, c'est toute une série de changements organisationnels qui sont importants. Dans ce cadre-là, ce que nous mettons et ce que nous avons mis en place, ce sont des gouvernances par cercle. Je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails de ce que c'est, mais c'est une manière en fait de s'organiser pour remplacer la coordination qui est assurée habituellement dans les organisations traditionnelles par la hiérarchie, eh bien, par des mécanismes de coordination tels que les processus de sollicitation d'avis. Il y a plein de manières de faire cela. On parle aujourd'hui de sociocratie 3.0, on parle d'holacratie, on parle d'autres formes de gouvernance, mais fondamentalement, elles ont toutes ce même but. Cela dit, toutes ces organisations, ces transformations organisationnelles ne sont possibles que si elles sont sous-tendues par une transformation culturelle. Cette transformation culturelle, c'est fondamentalement la mise en acte des principes que j'ai évoqués jusqu'ici, d'inclusion, de compétences et d'autonomie. Et je dis bien en acte, car ce qui est vraiment fondamental, c'est de comprendre que les mots n'ont pas d'impact, ou au contraire, les mots produisent encore plus de cynisme s'ils se bornent à être des mots. Ce qu'il faut, c'est que la direction commence par avoir des actes quotidiens qui témoignent de la confiance qu'ils ont dans leurs collaborateurs et qui permet alors cette confiance réciproque de grandir et de se développer dans l'organisation. C'est cela qui va véritablement permettre de mettre en œuvre ces transformations organisationnelles. Mais vous l'aurez compris, cette transformation culturelle elle-même ne peut se faire que si, évidemment, on part d'une transformation personnelle des membres de la direction et bien sûr de l'ensemble du personnel. Transformation qui vise justement à faire confiance, à être humble en tant que manager, à être au service de ses collaborateurs plutôt que de chercher à les dominer, à les contrôler ou rester dans cette théorie X que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous le voyez, cette transformation-là, elle est fondamentale. Sans elle, sans cette transformation du management d'un point de vue personnel, les entreprises libérées ne peuvent rien donner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, il y a déjà ce qu'on appelle le freedom washing, c'est-à-dire le fait que certains nous vendent de la libération alors qu'en fait, ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes pour être à même véritablement de contribuer à la faire vivre dans leur organisation. Donc, pour résumer les choses, peu importe le mot qu'on utilise, entreprise libérée, entreprise opale, holacratie ou autre, peu importe, ce qui importe véritablement, c'est d'avoir un changement, une transformation au niveau de la direction qui soit authentique et qui se mette au service des collaborateurs. Je pense que c'est cela le fondement de la libération et je vous remercie de votre attention.